Un grand bonjour, Gilles. Je suis très heureux de te recevoir pour cette interview. Vraiment, merci d'avoir accepté cette interview. Merci pour ton invitation. Le plaisir est partagé. Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais te faire une petite présentation de qui tu es, et puis tu me confirmeras si je suis bien dans les coups. Donc, Gilles Lartigot, tu es militant français de la consommation de nourriture saine hors des supermarchés et de la nourriture industrielle. Tu es l'auteur de Hit, le livre Hit, chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire aux éditions Winterfields, qui est paru en septembre 2013. Et ce livre est le résultat d'une enquête de 3 ans sur les modes alimentaires et le bien manger. Et tu es aussi l'auteur de Hit 2, des morts et des vivants, chronique d'une société toxique. Et tu cherches à démontrer l'importance de l'alimentation sur la santé. Tu dénonces la société toxique dans laquelle nous vivons et tu mets en garde contre ses conséquences, le développement des maladies dites de civilisation, l'obésité, le diabète, etc. Et aujourd'hui, tu essaies de faire passer un message plus large, c'est de prendre conscience qu'on ne peut pas s'informer aujourd'hui avec les médias dominants, c'est-à-dire les médias de la matrice. Est-ce qu'on est bon? Oui, on est bon. Tu as oublié, je t'en veux pas du tout hein, pour ça, mais dans le Hit, donc tome 2, qui est la suite en fait, du premier, j'ai été motivé pour l'écrire pour plusieurs raisons. La première, tu l'as noté, c'est le lien en fait je dirais, de notre alimentation et des maladies. Ça a été plutôt le sujet du premier livre, avec les perturbateurs endocriniens, avec bien sûr cette surconsommation de protéines animales. Hein, donc, voilà, l'élevage industriel qui aujourd'hui a déséquilibré aussi notre mode alimentaire. Au détriment, bien entendu, du bien-être animal. Ça a été voilà, des messages portés dans le premier livre. Le deuxième, c'est, je parlais justement de cette société toxique et de l'emprise des lobbies, notamment des lobbies pharmaceutiques, sur je dirais, les soins que l'on prodigue par rapport au cancer. Et j'ai fait témoigner, comme dans tous mes livres, c'est pas moi qui porte le message, je fais parler des gens qui ont la légitimité de dire ce qu'ils ont à dire, parce qu'ils ont une crédibilité dans ce domaine-là. Et j'ai choisi le docteur Nicole Delépine, qui, avec son mari Gérard Delépine, ont été aussi, dès le début, je dirais, de la crise du Covid, sur, je dirais, une autre information. Voilà, en fait. Et pour en revenir au tome 2, donc c'était aujourd'hui les soins qui sont prodigués dans les hôpitaux pour soigner du cancer. Ça a été un point quand même très important du deuxième livre, et également la partie survivalisme. Et c'est un mot aujourd'hui qui fait peur, c'est un mot je dirais, qui est mal compris parce qu'il y a de la désinformation par rapport à je dirais, ce mode de vie, qui est un mode de vie en fait, que suivaient tous nos grands-parents ou arrière-grands-parents. Bon, ça dépend de l'âge qu'on a aujourd'hui. Mais voilà, au sortir de la guerre, on avait tous des provisions à la maison. On était un petit peu plus résilients, on était un petit peu plus indépendants dans notre mode de vie qu'on est aujourd'hui, où on s'appuie énormément sur les ressources que nous propose l'État, cet État qui est devenu un petit peu un État maman, qui va nous verser des allocations, qui va nous aider à trouver un emploi, qui va s'occuper des approvisionnements, d'électricité, d'eau courante dans les villes. Et donc, c'est un point quand même très important du deuxième livre, puisque je parlais de rupture de la normalité. Et cette rupture de la normalité, on l'a subie de plein fouet l'année passée. Donc voilà, c'était plutôt un livre, et c'est toujours un livre qui est très utile pour prendre conscience qu'on est devenu un peu indépendamment de notre fait ou de notre volonté, on est devenu dépendant d'un système aujourd'hui qui nous a énormément fragilisés. Voilà. On voit qu'il oui, y a une évolution entre Hit 1, on va dire, et Hit 2, qui est beaucoup plus profonde dans la prise de conscience, la recherche de l'origine de tout on va dire, ce mal-être. Alors, petit rappel, pour ceux qui regardent la vidéo, il y aura en description les liens vers tes livres et ton travail. Donc, pour ceux qui voudront aller plus loin, il y a sous la vidéo ou sous l'audio un lien avec tout ça. Pour
Pour te poser une première question, pourquoi, selon toi, c'est essentiel de modifier nos habitudes alimentaires d'aujourd'hui pour passer d'une alimentation, on va dire, qui est subie à une alimentation choisie? Pourquoi c'est essentiel pour toi de prendre ce cheminement-là? Alors, déjà, je fais aucun prosélytisme. Mhm. Moi, j'expose des faits. Je me cite en exemple parce qu'on ne peut bien parler uniquement de ce qu'on a vécu, hein. Mhm. Donc voilà, c'est mon chemin de vie. Aujourd'hui, j'ai 55 ans. Je m'intéresse à la nutrition depuis l'âge de 18 ans, où j'étais donc à Los Angeles, où je faisais de la culture physique. Et j'ai appris à l'époque qu'on ne pouvait pas construire un corps, puisque mon objectif, c'était quand même de me muscler. J'étais très maigre à l'époque, donc j'étais très complexé par rapport à ça. On ne pouvait pas se muscler sans y apporter les bons nutriments, je dirais, à notre corps, bien sûr en exerçant, en faisant de l'exercice physique, mais l'alimentation revêt une part très importante. Voilà, dans le développement, je dirais, musculaire, mais aussi pour, bien sûr, préserver notre santé. Ça, je l'ai appris, j'irai beaucoup plus tard, lorsque j'ai commencé à faire des enquêtes dans le domaine justement de l'exploitation animale et notamment dans l'élevage industriel, où j'ai compris que cette surconsommation de viande n'était pas forcément bénéfique à notre santé, mais également, et c'est un point très important, toute l'alimentation industrielle qu'on a connue après-guerre. Et ça, en fait, voilà, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. On parle beaucoup je dirais, des régimes végétariens, végans, mais on ne parle pas assez, en fait, des modes alimentaires où l'on consomme énormément d'aliments industriels, des aliments qui ont été transformés par l'industrie pour nous aider à manger plus rapidement, parce qu'on ne fait plus la cuisine. Donc, on a inventé le four à micro-ondes qui irradie quand même nos aliments, hein, pour les réchauffer. On a inventé donc les plats préparés. Pourquoi? Parce qu'à partir des années, notamment après mai 68, la femme a été un petit peu obligée aussi de travailler. Parce qu'avant, il faut se rappeler, hein, sortir de la guerre, dans les années 70, on pouvait très bien subvenir aux besoins de sa famille avec un seul salaire. C'était l'homme qui travaillait, la femme restait à la maison, élevait les enfants. Voilà. C'était un autre mode de vie et tout ça a été chamboulé après cette révolution de mai 68 et j'en parle beaucoup. Non pas dans mes livres, je fais un petit peu allusion, je dirais, à cette partie-là, mais dans le club que tu connais, hein, puisque tu fais partie du club, qui est un club d'initiés où je fais des émissions comme toi donc au quotidien et là où je peux parler beaucoup plus librement parce que malheureusement on ne peut pas parler de tout aujourd'hui sur les médias. On parlera peut-être de cette partie-là. Bon, tu es habitué à mes digressions, tu sais que je pars un petit peu dans tous les sens, je vois que tu es silencieux, tu me laisses aller comme Et ça. ça me va très bien parce que tu vas me rattraper et nous remettre dans le chemin. ça me va très bien. Ben justement, par rapport à ça, alors je comprends très bien ce que tu as dit, mais pour une personne lambda normale aujourd'hui, elle va peut-être te répondre, te dire, mais moi, ça fait 30 ans que je bouffe de la nourriture industrielle, ben, je vais bien, regarde, enfin, quel est le problème, quoi? Ça fait, enfin, si c'était si dangereux, on le saurait. Quels sont les signes, justement, observés, peut-être les signes physiologiques, ou quand on veut avoir cette prise de conscience, se dire, mince, peut-être que c'est pas la bonne voie de faire ça, peut-être qu'il y a une meilleure voie. C'est quoi les bénéfices, ou les signes, peut-être, par rapport à ça? Ben, si quelqu'un va très bien et si ça lui convient, j'ai rien du tout à y redire, hein. Je suis pour le choix de chacun, hein. Mhm. Donc, je suis pour le libre choix. On parle beaucoup d'alimentation sportive. Tu vois que dans Mhm. l'alimentation sportive, bon, c'est pas forcément de l'alimentation industrielle, hein. Je me Mhm. suis occupé de grands sportifs, j'ai été coach, je le suis toujours. Voilà, on revient quand même sur des principes de base. Donc, c'est des aliments non transformés. On peut se faire plaisir, bien entendu, avec un petit peu de nourriture industrielle, mais il faut se remettre à cuisiner. Il n'y a pas de secret. Il faut savoir que toutes les maladies qu'on connaît aujourd'hui, hein, que ce soit maladies cardiovasculaires, que ce soit Ah, aujourd'hui ok. cancer, qui sont devenues la première des maladies euh, qui ont dépassé en fait depuis plus de 10 ans donc les maladies cardiovasculaires, qui étaient avant la première cause de mortalité. Et on le connaît, on sait d'où ça vient. Mhm. C'est saturation de mauvaises graisses, hein, donc c'est des graisses animales, surcharge d'oméga 6 qui acidifie notre corps, beaucoup trop de sucre. Et je mets de côté bon, tout ce qui est alcool, drogue, cigarettes. Mais l'alimentation revêt une part importante dans notre mal-être.
Après, si tu connais des gens qui sont parfaitement heureux en mangeant, je dirais, des plats préparés et de la junk food le week-end, pourquoi pas? Moi, personnellement, je n'en connais pas. Les enfants sont de plus en plus obèses, de plus en plus jeunes. Les jeunes filles sont prépubères maintenant à 8-10 ans. Donc ça, c'est à cause des perturbateurs endocriniens qu'on trouve dans la nourriture industrielle, dans les produits chimiques, dans les plastiques. On ne peut pas dire qu'on va mieux. C'est vrai qu'on vit peut-être plus longtemps qu'avant, mais on vit plus longtemps aussi en mauvaise santé. Mhm. Ah, ça, C'est c'est intéressant, ça, que tu dis ça, ouais, effectivement. ben oui, toutes les Mhm. maladies, tu peux le constater, toutes les maladies de civilisation, les maladies modernes. C'est pas normal, si tu veux, qu'une personne aujourd'hui soit en surpoids. Le surpoids, si tu veux, dans le monde animal, n'existe pas. Voilà. Euh, Mhm. c'est c'est, euh, c'est quelque chose qui n'est pas logique. En fait, on mange trop par addiction. Et je me plais à dire qu'on mange aujourd'hui parce que c'est bon au goût, parce que c'est bon pour notre corps. Tu vois. En fait, l'alimentation, je suis venu je dirais, à tirer cette conclusion, c'est que c'est une drogue en fait. C'est une drogue douce, c'est une drogue chaleureuse qui nous fait du bien, hein, parce que le sucre, dès notre enfance, c'est synonyme de récompense. Ben, on Hein. le sait, ça libère de l'endorphine, de l'ocytocine, ça fait du bien dès qu'on mange sucré. Exactement. Est-ce que tu n'as pas Et l'impression, ça nous fait également du bien quand on fait du sport. Tu vois, on a comme ça des hormones du bien-être après une bonne séance de sport. Mais c'est vrai que l'alimentation a cette particularité que dès notre enfance, on nous a habitués en fait au sucre. Et je trouve que ça, c'est une très mauvaise chose. tu as dit un truc intéressant, tu as dit, j'ai l'impression qu'on vit on vit de plus en plus longtemps, mais on vit mal. Est-ce que tu n'as pas l'impression que justement on est dans une mauvaise balance avec la médecine moderne qui nous guérit enfin, qui nous permet de vivre de plus en plus vieux, mais paradoxalement, à côté de ça, on a un rythme de vie et surtout une qualité au niveau de la nutrition, de la physiologie, qui se dégrade. Et ce qui fait qu'en faisant la balance de l'un comme l'autre, on continue à vivre vieux, mais comme tu le dis, on vit mal et on vit avec des maladies, un mal-être lancinant. Parce que j'ai plus l'impression que c'est quelque chose de lancinant. C'est pas quelque chose qui va se manifester de manière très violente, mis à part certaines maladies un peu graves comme un cancer, par exemple. Mais il y a beaucoup de maladies qui sont un petit peu lancinantes au niveau de l'alimentation qui font que bon, on s'en accommode un petit peu quand on ne sait pas trop. Puis la médecine, ah, tiens, j'ai un peu de diabète, bah, tiens, prends un cachet, puis tu vivras plus longtemps. Ou tiens, j'ai ci, j'ai ça, prends un cachet, ça ira mieux. Et en fait, les gens ne se rendent pas trop compte qu'en fait, ils vivent dans une sorte de mal-être permanent par rapport à ça. T'as pas un petit peu cette impression de ce mauvais déséquilibre? Oui, bien entendu. En Mhm. fait, la médecine moderne, c'est la médecine allopathique. Elle est Mhm. basée en fait sur des produits chimiques. Il faut faire une différence entre je dirais, les progrès de la médecine notamment chirurgicale. Hein. Je suis passé 2 fois, moi, dans les mains de chirurgiens. La première fois, j'avais 15 jours. Donc, ouais, j'étais tout bébé, tu vois, c'était en 66. J'étais opéré de la sténose du pylore. Donc, c'est le chirurgien qui m'a sauvé, parce qu'avant, on mourait, en fait, la Mhm. sténose du pylore. La deuxième opération que j'ai subie il y a 1 an et demi, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est un chirurgien aussi qui m'a sauvé la vie. C'est la médecine, en fait, chirurgicale. Après, il y a la médecine avec ses médicaments que l'on va prendre à vie, quasiment. Mhm. Il faut savoir que la médecine ne guérit pas, en fait. Elle soigne un mal-être, en fait. Elle soigne un mot, elle soigne une pathologie. Mhm. Alors, le mal-être, ça peut être psychologique. Hein. On sait que la France, notamment, est consommatrice je dirais, d'antidépresseurs. Quand tu me dis, bah oui, on vit bien et tout, bon, pourquoi on consomme autant d'antidépresseurs? D'accord. Tu vas me dire, est-ce que la dépression, c'est lié à l'alimentation? Il se pourrait. Mais en tout cas, il y a cette médecine donc, à base donc, de molécules chimiques. Il y a des effets bénéfiques. Il faut comparer en fait le bénéfice-risque. Donc, s'il y a plus de bénéfices que de risques, bien entendu, Mhm. chacun peut choisir cette médecine. Mais il faut savoir que l'alimentation, c'est, comme disait Hippocrate, c'est une des premières médecines, en fait, Mhm. en tant que telle. L'alimentation permet de pallier à des causes de surpoids, peut aider lorsqu'on a atteint de diabète, évidemment pas trop tard, hein, parce que si on a la pompe et le pancréas qui ne fonctionnent plus, là,
on ne peut pas se passer d'insuline, hein, mais cette alimentation, en fait, elle est promue par des naturopathes, par exemple, ce qu'on appelle les médecines douces. Hein. Et moi, je veux faire le lien entre ça, justement, cette médecine allopathique et cette médecine naturopathique, puisque l'alimentation peut vraiment nous aider à renforcer notre système immunitaire, c'est évident. C'est évident. Elle peut nous aider également à aller mieux en ayant un mode alimentaire beaucoup plus sain. Moi, j'ai surtout travaillé sur la notion de plaisir, parce que je ne parle jamais de régime, par exemple. Je parle de mode alimentaire. Et là, on rentre dans une problématique qui est la suivante. Si tu es seul, tu peux prendre la décision en ton âme et conscience, tout seul, tu vas changer de mode alimentaire. Voilà, tu n'as pas à demander, je dirais, à quelqu'un s'il est d'accord. Si tu vis en couple, bah, c'est difficile. Tu ne vas pas manger différemment de ta compagne, ou de ton épouse, ou de ton époux, ou de ton compagnon. Et c'est encore plus difficile lorsque tu as des enfants. C'est encore plus difficile lorsque tu as des enfants. Donc là, en fait, j'ai commencé à mettre le doigt sur des problématiques sociétales. Ah. D'où mon entrée, si tu veux, dans ce domaine-là, parce que tu ne peux pas, en tout cas, moi, je ne peux pas me réduire mon travail à uniquement l'alimentation. Je pense qu'il faut aller au-delà. C'est bien aussi de définir les causes, comment cette mauvaise, entre guillemets, alimentation, cette alimentation moderne, cette alimentation toxique, est arrivée comme ça insidieusement dans nos vies. C'est très intéressant. Alors ça, c'est beaucoup plus intéressant. Donc j'aimerais bien qu'on parte dans cette exploration-là, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que la nutrition, l'alimentation, c'est important, ça nous permet d'être en bonne santé, de vivre bien. Mais comme tu le dis si bien, pourquoi on en est arrivé à cette dérive alimentaire aujourd'hui? Et comme tu dis, c'est peut-être un problème sociétal. J'aimerais te poser une question qui va nous permettre d'enchaîner peut-être sur la suite. Alors, tu sais que nous, on s'occupe de personnes qui sont dites à haut potentiel. Ça serait quoi pour toi la définition de l'intelligence, selon toi? C'est quoi quelqu'un qui est intelligent, qui est éveillé, selon toi? Écoute, je vois autour de moi, et ne serait-ce que dans le club, on vient tous de classes sociales différentes. On a tous des niveaux d'instruction, je dirais, classiques différents. Il y en a qui n'ont quasiment pas fait d'études, d'autres ont fait des hautes études. Et je pense que l'intelligence, ça peut se mesurer à la curiosité. C'est-à-dire que je remarque qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui restent dans leur monde, qui ont fait des études, qui ont eu leur diplôme, ou pas, qui ont leur travail, qui vont se marier ou pas, qui vont faire des enfants, ils vont mettre ces enfants à l'école, ils vont travailler toute leur vie pour avoir une petite misère, une retraite un peu miséreuse carrément, parce que les retraites sont plus faramineuses comme elles l'étaient auparavant, elles baissent, et qui ne cherchent pas à comprendre en fait le monde dans lequel ils vivent. Et une des accroches du Hit Club, ça a été comprendre la société pour ne pas la subir. Et dès lors qu'on se pose la question du monde dans lequel on vit, qu'on commence à chercher des informations ailleurs que dans les médias mainstream, puisque je dirais les médias sont quand même un des 5 pouvoirs, hein, avec le pouvoir, donc l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Et bien sûr, le pouvoir, le premier des pouvoirs, puisqu'il permet d'acheter les médias, c'est le pouvoir financier. Hein, voilà. Donc, c'est 5 pouvoirs aujourd'hui. Et il faut savoir que ces médias-là diffusent une information, hein, mais qui n'est pas forcément la vérité, entre guillemets. Donc, dès lors qu'on se pose des questions, comme moi, je me suis posé des questions, ma porte d'entrée, ça a été la maltraitance animale. Donc, je suis rentré par cette porte d'entrée et je suis arrivé dans un monde, notamment le monde là, de l'alimentation, où j'ai toujours grandi avec les produits laitiers sont vos amis pour la vie. Et quand j'ai étudié donc la problématique du lait, certes, on nous dit de consommer du lait parce qu'il y a du calcium, oui, mais on ne nous dit pas que le lait, en fait, est acidifiant, donc va nous créer des déficits en calcium, c'est-à-dire qu'on va prendre du calcium avec un aliment qui nous crée du déficit en calcium, que les gens qui consomment trop de produits laitiers ont plus de risques d'avoir de l'ostéoporose.
c'est quand même un petit peu, je dirais, contradictoire. Tu vois. Ouais. Et quand tu rentres en fait dans ce type, je dirais, de recherche, tu t'aperçois que les informations qu'on t'a diffusées depuis l'école ne sont pas forcément exactes. En tout cas, il y a peut-être des alternatives. D'accord. Et quand tu commences à te pencher sur l'histoire, alors là, tu vas de surprise en surprise. Voilà. L'histoire, ce n'est pas Fernand Nathan. Voilà. L'histoire, je pense, quand quelqu'un, voilà, c'est pas juste quelqu'un, enfin, on dit que l'histoire a toujours été écrite par des vainqueurs. Évidemment, j'ai appris qu'il y a plusieurs versions de l'histoire. Pour pas parler de sujets tendancieux, parce qu'en France, c'est assez compliqué, on va parler par exemple des pyramides. Mhm. Pyramides d'Égypte. C'est quand même assez incroyable qu'aujourd'hui, on ne sache pas comment ont été construites les pyramides. Qu'aujourd'hui, avec je dirais, je dirais tout le mindset que l'on a, toute l'intelligence qu'on a développée dans l'architecture, dans les travaux monumentaux et tout, on n'arrive pas à reproduire des pyramides. Euh, donc, c'est des questions qu'on se pose. Je suis passionné également d'ufologie. Lorsque tu commences, je dirais, à gratter dans ce domaine-là, ben, tu vas aussi de surprise en surprise. Donc, pour répondre à ta question, j'ai peut-être été un peu long, excuse-moi, Siegfried, mais en fait, je pense que l'intelligence, c'est se poser des questions D'accord. et essayer de trouver les réponses. Donc, ce serait de la curiosité et peut-être même de la remise en question un petit peu par rapport à ce que tu disais au début, pour remettre en question toujours le. Dès que tu es curieux, forcément, tu te remets en question. Ouais. Sinon, tu ne te poserais pas de questions. Alors, justement, alors j'aimerais bien qu'on parle plus un petit peu de nature humaine par rapport à ça. Quel est ton avis justement sur l'évolution des mentalités, notamment en France, hein, puisqu'on est on parle français, donc je ne parlerai pas des francophones dans tout le monde, mais notamment en France. Quel est ton avis sur l'évolution des mentalités à propos de la confiance envers l'autorité, les grosses industries? Alors, je sais que c'est des sujets qui sont un petit peu sensibles, mais c'est quoi ton avis aujourd'hui? Est-ce que tu as l'impression que tout le monde fait la même confiance qu'avant, ou est-ce que tout le monde commence un petit peu à se poser, ou alors c'est parti vraiment qu'un petit groupe, un petit noyau de personnes qui se posent ces questions-là sur la confiance qu'on doit faire envers l'autorité, les grosses industries? Il y a une méfiance aujourd'hui qui a été, je dirais, généralisée, amplifiée et diffusée grâce notamment aux médias, aux réseaux sociaux et à l'Internet. C'est Noam Chomsky qui dit aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'informations à notre disposition, mais on sait si peu de choses. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, qui veut savoir, qui veut chercher, va forcément trouver des réponses. Il y a des myriades de livres aussi de petits auteurs, des auteurs confidentiels, des éditions aussi confidentielles, où on peut trouver vraiment des pépites. Et sur l'Internet également. Mmh. Hélas, il vaut mieux aller sur des sites qui font pas forcément beaucoup de vues. Tu vois, c'est pas forcément du mainstream, parce que l'Internet, c'est la nouvelle télévision d'aujourd'hui. Ouais. Voilà, les youtubeurs aujourd'hui qui enchaînent les millions d'abonnés, en général, pour moi, c'est du mainstream, ça devient du mainstream. Voilà, on a vu avec des humoristes qui sont allés faire donc des vidéos dans le jardin de l'Élysée. McFly et Carlito, oui. Voilà. Bon, je dirais pas, c'est pas chez eux que tu vas trouver des réponses. En tout cas, pas celles qu'on cherche. Tu vois. C'est clair, on est d'accord. Donc toi, tu sens qu'il y a quand même, tu te dis qu'il n'y a pas tout le monde qui se pose ce type de questions-là, mais qu'en fait, c'est. Est-ce que je pense qu'on est nombreux. On est nombreux quand même, voilà. Je pense qu'on est nombreux. Après, on n'est pas tous réunis sous les mêmes bannières. On a des idées aussi sociétales qui sont différentes. On a peut-être un support des idéologies aussi différentes. On n'a pas forcément peut-être les mêmes idées, que ce soit politique. La politique, c'est passionnant, domaine passionnant, la politique. Dès lors que tu t'informes en dehors des médias mainstream. En dehors des médias mainstream, oui. Parce que les médias mainstream, en fait, te présentent un théâtre politique. C'est le théâtre politique. Alors ça, c'est intéressant. Notamment dans le club, c'est de prendre de la hauteur. Tu as peut-être regardé des émissions du dimanche où on prend vraiment, tu vois, de la hauteur. Et lorsque tu prends de la hauteur, tu t'intéresses à la géopolitique, tu t'aperçois que ce qu'on nous vend en France, ça n'est que du théâtre. Alors, je te rejoins là-dessus, et nous, le message qu'on transmet aussi, il te rejoint dessus au niveau des médias. Et puis, moi, dans le passé, j'ai travaillé avec les médias aussi, donc je sais comment ça se passe aussi. Donc, je te rejoins là-dessus sur le fait que c'est on dirait la commedia dell'arte, c'est vraiment
une mascarade sur la vérité vraie, l'information brute, elle est rarement mise à notre disposition. J'utilise souvent le principe du rasoir d'Occam. Je ne sais pas si tu connais ce principe. Non. C'est un principe fondamental de la science. En fait, on peut le réduire en disant les hypothèses suffisantes, les plus simples, doivent être préférées. En gros, l'explication la plus simple est généralement la bonne quand on a deux hypothèses comme ça. Et donc, le principe du rasoir d'Occam, ça ne prétend pas désigner quelle hypothèse est vraie ou pas, ça indique seulement laquelle devrait être considérée en premier. Et par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui, où tout semble partir un petit peu à volo, la mondialisation négative, le dérèglement climatique, la débilisation des réseaux sociaux, d'Internet, de la télévision, des médias de plus en plus putaclic, avec justement, comme on le disait, de l'information brute qui n'existe plus, crise sociale, crise sanitaire, etc. On a deux hypothèses, en tout cas, moi me vient l'idée de deux hypothèses. Soit nos dirigeants sont incompétents, et c'est grave, soit c'est fait exprès, et c'est de la manipulation, et c'est grave aussi. Est-ce que tu penses que toi, aujourd'hui, il y a de la manipulation, ou est-ce que tu penses plus que ce soit vraiment de l'incompétence? C'est certainement pas de l'incompétence. Mmh. Voilà. Je ne peux pas dire le reste, sinon je vais être cité de complotiste. Non. Hop, on s'arrête en plein milieu de cette interview pour découvrir la suite sur la chaîne complémentaire. Bien sûr, la chaîne complémentaire de l'Université de Potentiel, c'est une chaîne dans laquelle on a d'autres formats de vidéos qui te permettront d'approfondir tes connaissances sur le potentiel. Donc, le lien se trouve en description de la vidéo dessous, le lien pour aller à la suite de l'interview.